Deuxième partie de cette épreuve HECS Sec Math 2. Une deuxième partie qui est finalement plus classique, en tout cas dans sa première moitié, je vais dire ça. Il s'agit de l'étude de séries, d'intégrales. Il y a moins de liens avec cette histoire de paquet de cartes, dans un premier temps en tout cas. Et bon, les questions 8, 9, 10, bon, c'est des questions qui sont à la portée de tout le monde ou presque, à partir du moment où on connaît bien son cours. Question 8. Espérance et variance de t. Justifier que l'espérance de t est égale à l'espérance de n multipliée par hn. On sait que t est égal à t, comme je l'ai fait hier, j'ai un petit trou, mais je crois que c'est tn-1. Où est-ce que c'est tn-1 plus 1, c'est ça. Bon. Et eh bien, tn-1 va admettre une espérance, puisqu'on a vu que les variables ti, je ne sais plus où on a vu ça. Les variables ti, elles s'expriment en fonction des variables delta i, qui suivent une loi géométrique, donc qui admettent une espérance. Voilà, donc l'espérance de t, tn-1 admet une espérance car tn-1 est égal donc à delta 1 plus delta n-1 et que pour tout i appartenant à 1, c'est grand n-1, delta i suit la loi géométrique de paramètres i sur grand n, donc delta i admet une espérance. De plus, par linéarité de l'espérance, l'espérance de t va être égale à l'espérance de tn-1 plus 1, c'est-à-dire que l'espérance de t, là aussi par linéarité de l'espérance, ça va être la somme pour i allant de 1 à n-1 des espérances de delta i plus 1. Et cette espérance de delta i, alors on la connaît parce que c'est une loi géométrique, mais on l'a calculée à la question 3b. Donc on va avoir la somme pour i allant de 1 à n-1 des grands n sur i plus 1. Remarquez que 1 en fait c'est grand n sur n, hein. C'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n-1 des n sur i plus n sur n. On peut mettre grand n en facteur. Somme pour i allant de 1 à n-1 des 1 sur i plus 1 sur grand n. Et là, le 1 sur grand n, en fait, c'est un des termes de la somme, ce qui se passe pour i égale grand n. Donc ça va être n multiplié par la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur i, c'est-à-dire n multiplié par hn. Donc on a démontré que t admet une espérance et que l'espérance de t est égale à n hn, et c'était ça la première partie de la question, puisqu'il y a une deuxième partie sur la variance. En ce qui concerne la variance, de même, t admet une variance, v de t, ça sera v de tn-1 plus 1, et lorsque l'on ajoute une constante à une variable aléatoire, ça ne modifie pas sa variance. Il faut se rappeler que la variance, d'une certaine façon, va mesurer les écarts
qu'il y a entre les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire, et si vous décalez tout de 1, vous ne modifiez pas les écarts, donc vous ne modifiez pas la variance. C'est-à-dire qu'ici, ça sera V de Tn, j'écris ça n'importe comment, de Tn-1, c'est-à-dire la variance d'une somme. I allant de 1 à n-1 des delta I. Par contre, la variance n'est pas linéaire, donc je ne vais pas pouvoir invoquer la linéarité de la variance. Cela étant, on a une espèce de pseudo-linéarité dans le cas où les variables aléatoires sont indépendantes, ce qui est le cas ici. Donc ici, je vais dire que c'est la somme pour I allant de 1 à n-1 des V de delta I par indépendance des delta I. Je devrais même dire par mutuelle indépendance. Voilà, et cette variance de delta I, on l'a aussi obtenue à la question, la même que l'espérance, c'est-à-dire à la question 3b. Donc on a des n, n-i sur i carré. On a besoin d'une nouvelle page. Donc, voilà, ici, on peut sortir des choses par linéarité. Donc on va avoir du n carré, somme pour i allant de 1 à n-1 des 1 sur i carré, moins n, somme pour i allant de 1 à n-1, ça ne change pas, des 1 sur i, par linéarité de la somme. Ensuite, dans l'énoncé, on nous dit qu'on doit avoir des sommes qui vont jusque n. Donc ici, il faut rajouter 1. C'est-à-dire qu'on va avoir n carré, somme pour i allant de 1 à n-1 des 1 sur i carré, plus, je vais noter ça comme ça, n carré sur n carré qui fait 1, moins n, somme pour i allant de 1 à n-1 des 1 sur i, moins, alors on va mettre un plus ici, non, on va mettre moins, n sur n, puisque ces deux choses-là, donc ça est égal à 1, ça est égal à 1. Je fais du plus 1, moins 1, astuce assez classique. Sauf que ici, pourquoi j'ai mis n carré? Pour que ça se mette bien en facteur, et ici j'ai mis n pour que ça se mette bien en facteur aussi. Donc on va avoir du n carré multiplié par la somme pour i allant de 1 à n-1 des 1 sur i carré plus 1 sur n carré, moins n multiplié par la somme pour i allant de 1 à n-1 des 1 sur i. Et comme j'ai mis moins n en facteur, ici je vais avoir moins 1 sur n. Ce qui va me faire du n carré, somme pour i allant de 1 à grand N cette fois, des 1 sur i carré, moins n multiplié par la somme pour i allant de 1 à grand N là aussi, des 1 sur i. Et là je reconnais Hn, c'est-à-dire que je vais avoir ici n, somme pour i allant de 1 à n des 1 sur i carré, moins n, Hn. D'où T admet une variance. Et la variance de T, c'est cette formule un peu barbare, j'ai oublié le n carré. N carré somme pour i allant de 1 à n des 1 sur i carré, moins n, Hn. Et c'est bon pour cette question 8. Question 9a, on nous fait étudier la suite UN qui est la suite des Hn moins Ln de n. C'est une suite très classique que l'on trouve dans beaucoup de problèmes. Donc il faut savoir l'étudier. D'abord, montrer qu'une intégrale est comprise entre deux valeurs. Bon. La fonction qui a t, alors, je vais d'abord me donner un entier k. La fonction qui a t associe 1 sur t est décroissante sur R+, étoile, donc aussi sur l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ensemble K, K plus 1. D'où
pour tout t appartenant à k plus 1, vous avez t qui est compris entre k et k plus 1, donc 1 sur t qui va être compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Par conservation de l'ordre de l'intégrale, conservation de l'ordre, l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur k plus 1 va être plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t, elle-même plus petite que l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur k. Or, ces deux intégrales, on peut sortir le 1 sur k et 1 sur k plus 1. Donc vous allez avoir 1 sur k plus 1, intégrale de k à k plus 1 de dt, plus petit que l'intégrale qui nous intéresse, plus petit que 1 sur k, multiplié par cette même intégrale, qui va valoir 1 en fait. Et cette intégrale, on peut remarquer qu'elle vaut quoi? Une primitive de 1, c'est-à-dire t, entre k et k plus 1, c'est-à-dire k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1. D'où, pour tout k appartenant à n, k supérieur ou égal à 1, en fait, ça serait même valable si k n'était pas entier, vous avez 1 sur k plus 1, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t, plus petit que l'intégrale de k à k plus 1. Non, pardon, c'est pas faux ce que j'allais écrire, mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est plus petit que 1 sur k. J'allais réécrire l'intégrale en recopiant bêtement ce qu'il y avait à la ligne au-dessus. Donc voilà pour la question 9a, zéro difficulté. Il n'y a pas que des questions difficiles dans ce type d'épreuve. Question B. En déduire successivement deux choses. D'abord la décroissance de la suite UN et ensuite l'encadrement que Hn est compris entre ln de n plus 1 et ln de n plus 1. Donc BI. La décroissance de la suite UN. Très bien. Comment est-ce qu'on montre qu'une suite est décroissante? Par exemple en calculant UN plus 1 moins UN. Quelque chose de très, très classique. C'est-à-dire que l'on va avoir H, alors j'ai oublié, hop, 1 sur n appartenant à n, étoile pour commencer, un plus 1 moins un est égal à hn plus 1 moins ln de n plus 1, moins un, c'est-à-dire moins hn plus ln de n. Bon. C'est-à-dire que l'on va avoir hn plus 1 moins hn d'abord, moins, eh bien, ln de n plus 1 moins ln de n. Mettre ça comme ça, c'est pas un hasard, parce que cette chose-là, on va pouvoir l'écrire comme une intégrale. C'est-à-dire que l'on va avoir hn plus 1 moins hn, on a deux sommes, et il ne va rester, donc je vais les écrire les sommes, i égale 1 à n plus 1 des 1 sur i, moins la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur i, moins ce ln de n plus 1, je peux voir ça comme un ln de t, qui est intégré en fait entre n et n plus 1. C'est-à-dire, donc ici, ma différence des deux sommes, il va me rester du 1 sur n plus 1, moins, ça c'est quoi? C'est l'intégrale de n à n plus 1 de dt sur t. Et je recolle avec ce qui était au-dessus. Cette intégrale-là, évidemment, elle est positive. Et d'autre part, on sait que, alors l'intégrale est positive, mais c'est pas ça qui nous intéresse. 1 sur n plus 1 est inférieur à cette intégrale, qui est négatif, puisque 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de dt sur t d'après ce qui précède. Là, il y a quand même une petite astuce qui est d'écrire le ln plus 1 moins ln de n comme une intégrale. D'où un
décroissante. Ce qui conclut la BI. II, on nous demande de montrer que Hn est compris entre ln de n plus 1 et ln de n. Bon. Si on regarde bien, dans notre inégalité, la partie droite, on s'en est pas servi. On sait par contre que pour tout k appartenant à n, k supérieur ou égal à 1, eh bien on n'a que, pas encore la somme, je vais aller un peu plus vite que la musique, l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t est inférieur ou égal à 1 sur k. Donc par somme, vous avez la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, des intégrales de k à k plus 1 de dt sur t, qui va être plus petite que la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. En d'autres termes, vous allez avoir l'intégrale de 1 à n plus 1 de dt sur t qui va être inférieur ou égal à hn. Et cette intégrale, on peut la calculer. On va mettre ça ici, pas perdre trop de place. Or, l'intégrale de 1 à n plus 1 de dt sur t, c'est ln de t entre 1 et n plus 1, c'est ln de n plus 1 moins ln de 1, c'est-à-dire ln de n plus 1. D'où, pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, ln de n plus 1 est plus petit que hn. On a la moitié de cette inégalité. Bon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Par ailleurs, vous savez que que pour tout k supérieur ou égal à 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t. L'autre partie de cette intégrale. On va faire la somme pour k allant de 1 à n-1. Donc, la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 sur k plus 1 va être inférieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n-1 des intégrales de k à k-1 de dt sur t. Petit changement d'indice dans la première pour faire apparaître du hn en fait, ce qui revient à dire que la somme pour i allant de 2 jusqu'à n des 1 sur i va être inférieur ou égal à l'intégrale de 1 jusque ici j'ai mis ck plus 1 de 1 à n de dt sur t. Ce qui veut dire que cette somme-là, somme pour i allant de 2 à n des 1 sur i, c'est la somme pour i allant de 2 de 1 à n des 1 sur i moins 1, c'est-à-dire que c'est hn moins 1. Conclusion de ça, enfin conclusion partielle, d'où hn moins 1 est inférieur ou égal à cette intégrale que l'on a calculée, enfin, je la donne un petit peu vite parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois ici, qui vaut ln de n. Donc, hn est inférieur ou égal à ln de n plus 1. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, vous avez ln de n plus 1 qui est inférieur ou égal à hn, qui est inférieur ou égal à ln de n plus 1. Bon, alors, dans cette question, il fallait effectivement penser à faire une somme. Qu'est-ce qui pouvait nous y faire penser? Eh bien, on a les 1 sur k plus 1, et on nous demande d'exprimer ça avec hn, qui est la somme des 1 sur k.
Donc là, c'est comme ça qu'il fallait faire le lien pour remarquer que quand on faisait la somme, ça passait bien. Question C. Déduire de ce qui précède que la suite UN est convergente et que sa limite notée gamma appartient à 0,1. Qu'est-ce que c'est que UN? Pour tout n appartenant à n, UN est égal à Hn moins Ln de n. D'après ce que l'on vient juste d'écrire, ici j'ai mis n mais c'est n étoile, on a donc, pour tout n appartenant à n étoile, je retire Ln de n partout, Ln de n plus 1, inférieur ou égal à, j'ai dit je retire Ln de n, mais je ne l'ai pas fait, moins Ln de n plus petit que Hn moins Ln de n plus petit que Ln de n plus 1 moins Ln de n. C'est-à-dire que Ln de 1, alors je vais écrire ça comme ça, n plus 1 sur n, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1. Or, n plus 1 sur n est équivalent en plus l'infini. Je ne vais pas me marquer, il ne faut pas donner l'impression que je compose des équivalents, tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ln de n plus 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est ça. Le fait que ce soit positif, ça aurait suffi. On va rédiger autrement. Or, pour tout n appartenant à n, n plus 1 sur n est égal à 1 plus 1 sur n, strictement plus grand que 1, donc ln de n plus 1 sur n est strictement positif. Par conséquent, pour tout n appartenant à n, vous avez 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1. un est décroissante et minorée par 0. Elle converge donc vers un certain réel gamma et comme pour tout n appartenant à n, vous avez 0 plus petit que un plus petit que 1, on en déduit qu'il en va de même pour gamma, c'est-à-dire que gamma est compris entre 0 et 1. Conclusion, un converge vers un réel gamma qui est dans l'intervalle 0,1. Alors là, ici, et j'ai failli me faire avoir moi aussi, vous avez un encadrement de un, ce qui peut laisser penser au théorème du gendarme, théorème des gendarmes, théorème d'encadrement, mais on se rend assez vite compte que les deux suites encadrantes ne tendent pas vers la même limite, donc on ne peut pas l'utiliser, et on est obligé de se rabattre vers autre chose pour conclure. Question 10a. On nous demande d'établir une équivalence, montrer que l'espérance de t est équivalent en plus l'infini à n et ln de n. Qu'est-ce que l'on a comme information? On a d'abord E de t est égal à n hn. Ça, c'est donné par la question 8. On sait également, d'après la question 9b, que ln de n plus 1 est plus petit que hn, plus petit que ln de n plus 1. Ça, c'est la question 9b ii. Avec tout ça, qu'est-ce que l'on peut en déduire? Eh bien, je vais encadrer mon espérance, c'est-à-dire qu'en fait, je vais encadrer nhn, d'où n ln de n plus 1, inférieur ou égal à nhn, qui est égal à E de t.
plus petit que n facteur de ln de n plus 1. Bon. Et on doit montrer que tout ça, c'est équivalent à n ln de n. Ben, je vais tout diviser par n ln de n et montrer que la limite, c'est 1, tout simplement. Donc, on divise tout par n ln de n. Donc on va avoir n ln de n plus 1 divisé par ln de n, plus petit que l'espérance de t sur n ln de n, plus petit que 1. Donc ici je vais avoir n ln de n sur n ln de n qui va nous faire 1, plus 1 sur n ln de n. Non, juste 1 sur ln de n. Mais ça va suffire. Bon. Et là, évidemment, on va s'intéresser à... on va utiliser le théorème des gendarmes. La limite de ça, ça va être 1, sans aucun problème, hein, puisque ln de n va tendre vers plus l'infini. Ça, c'est réglé. Le ln de n plus 1 sur ln de n, lui, il va être un petit peu plus embêtant. Il faudrait réussir à exprimer ln de n plus 1 en fonction de ln de n pour s'en sortir. Ln de n plus 1, c'est quoi? Eh bien, c'est ln de n facteur de 1 plus 1 sur n. C'est-à-dire ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. Et donc, quand je vais diviser par ln de n, je vais donc trouver d'où ln de n plus 1 sur ln de n, ça va être égal à 1 plus ln de 1 plus 1 sur n divisé par ln de n. Or, ln de 1 plus 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque 1 sur n tend vers 0, et ln de n tend vers plus l'infini. Donc en fait, il y a même deux raisons pour que cette chose-là tende vers 0. D'où ln de n plus 1 sur ln de n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. On a presque terminé. Donc par comparaison, E de t sur n ln de n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui est une définition de l'équivalence. D'où E de t équivalent en plus l'infini à n ln de n. Et ensuite, on nous demande, dans un développement limité, en fait, hein, parce que c'est exactement ça, de l'espérance de t. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, l'espérance de t, l'espérance de t, c'est NHN. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est grand N facteur de UN plus ln de n. C'est-à-dire que c'est n ln de n plus n un. Et un, eh bien, tend vers gamma lorsque n tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que un va être équivalent à gamma en plus l'infini. Qu'est-ce que c'est être équivalent? Eh bien, c'est être égal à la chose en question, plus une partie qui est négligeable devant ça. D'où
un en plus l'infini est égal à gamma plus quelque chose de négligeable devant gamma, donc un petit taux de 1. Conclusion, l'espérance de t, c'est donc n ln de n plus n facteur 2, gamma plus un petit taux de 1, c'est-à-dire n ln de n plus gamma n plus un petit taux de n. Et je crois que c'est ça qu'on nous demandait de montrer exactement. Espérance de t est égale à n ln de n plus n gamma plus un petit taux de grand N. Du travail ici sur les équivalents pour en sortir un développement limité. C'est la fin de la question 10A, une question qui n'était pas simple et qui demande un travail qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire sur ce développement limité, en fait développement que l'on appelle plutôt asymptotique. Cela étant, il aurait peut-être été plus judicieux pour l'énoncé de demander d'abord que l'espérance de t était égale à n ln de n plus n gamma plus un petit taux de n, ce qui aurait permis de retrouver directement l'équivalent qui était proposé à partir du développement limité, que l'on retrouve, enfin développement limité, développement asymptotique, mais vous n'avez pas vraiment besoin de connaître ce terme. Question B. Quelle est la nature de la suite v de t sur n carré? Bon. Qu'est-ce qui va se passer? V de t sur n carré, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme pour k allant de 1 à grand N des 1 sur k carré moins hn sur n. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? La série converge. Or, la somme pour k plus grand que 1 des 1 sur k carré est une série de Riemann convergente. On l'a déjà rencontré plein de fois, hein. Elle converge vers pi carré sur 6, même si vous n'avez pas besoin de connaître cette valeur convergente vers un certain réel L. C'est une série à termes positifs. Donc elle est croissante en fait. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le Hn sur n. Est-ce qu'on a donné un équivalent de Hn? Je ne crois pas. Non. On a un encadrement de Hn. Or, pour tout n appartenant à n, vous savez que ln de n plus 1 plus petit que hn plus petit que ln de n plus 1. Donc on a envie de dire que c'est compris que la limite, que cette hn va être équivalent à ln de n. Alors, c'est une étoile, d'où ln de n plus 1 sur ln de n inférieur ou égal à hn sur ln de n inférieur ou égal à 1 plus 1 sur ln de n. Et on a montré là par contre que cette chose-là tendait vers 1, cette chose-là tendait vers 1, d'où hn équivaut en plus l'infini à ln de n. Conclusion de tout ça, hn sur n, on n'était pas obligé de passer par un équivalent, remarquez. Oui. Peut-être un petit peu plus malin que de faire un équivalent. Hop, hn sur n, ln de n sur n plus 1 sur n. Cette chose-là est positive. ln de n sur n tend vers 0 par croissance comparée.
1 sur n tend vers 0, par comparaison, Hn sur n va tendre vers 0 lorsque n va tendre vers plus l'infini. Conclusion de tout ça. V de t sur n carré converge vers un certain réel L. Alors plutôt que de l'appeler L, je vais l'appeler alpha pour que ça cadre bien avec la question d'après. Vers un certain réel alpha, et en fait on peut démontrer que alpha c'est pi carré sur 6 puisque c'est la limite de la somme des 1 sur k carré. Mais comme c'est pas au programme, donc cette suite-là converge vers un certain réel alpha. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut montrer que cette suite est croissante, décroissante? C'est possible. Et peu importe, en fait, on n'en a pas besoin. Justifier qu'il existe un réel alpha, donc on a donc V de t sur n carré équivaut en plus l'infini à alpha, d'où V de t équivaut en plus l'infini à alpha n carré. Donc on a plusieurs choses à encadrer. D'abord la convergence vers un certain réel alpha, et ensuite l'équivalence avec ce réel alpha, où alpha est égal à la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 1 sur k au carré. Et on a besoin d'une suite à tout ça, de plus. V de t est égal à n carré, somme pour k égale 1 à n des 1 sur k au carré, moins n hn. Donc cette chose-là est inférieure ou égale à alpha, puisque cette somme est croissante, par croissance de cette somme. Cette partie-là est positive, puisque aussi bien n que hn sont positives, d'où V de t est inférieur ou égal à n carré multiplié par alpha. Et voilà pour cette question 10. Ensuite, eh bien, on va travailler sur des variables aléatoires et bien aimé de Chebyshev. Passons à la question 11. Alors, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est gentiment rappelée donc dans le sujet, mais c'était le cas dans le sujet initial, j'ai vérifié. Première question, on nous demande de justifier que la valeur absolue de t de oméga moins n log de n est plus petite que t de oméga moins exponentielle de t plus n. Bon. Pour cela, on va essayer d'utiliser un lien qu'il y a entre t et n log n. Alors le log, où est-ce qu'il apparaît? Si on regarde tout au début de cette partie 2, le log apparaît dans la suite un. Donc il y a un lien entre un, log de n et hn. Et ce lien, on retrouve un lien entre hn et l'espérance de t. C'est le début de la question 8. En combinant tout ça, on devrait pouvoir réussir à montrer que t de oméga moins n ln de n en valeur absolue est plus petit que t de oméga moins l'espérance de t. Bon. Donc on se donne un petit oméga appartenant à oméga. Et qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que n log de n, alors je ne vais pas écrire ça comme ça, je vais plutôt dire que un est égal à hn moins log de n, d'après l'énoncé. Donc,
Eh bien, grand N UN, ça sera NHN moins N ln de N. Dit autrement, on veut du moins N ln de N, je crois, c'est ça. Moins N ln de N est égal à N UN moins N HN. C'est-à-dire N UN moins l'espérance de T. Très bien. Conclusion de tout ça, enfin conclusion. On a donc T2 oméga moins N ln de N qui va être égal à T2 oméga moins l'espérance de T plus N UN. Très bien. Et donc, en valeur absolue, la valeur absolue de T2 oméga moins N ln de N est égale à la valeur absolue de T2 oméga moins l'espérance de T plus N UN. Je vais appliquer l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que ça va être plus petit que la valeur absolue de T2 oméga moins l'espérance de T, c'est comme ça qu'on veut, plus la valeur absolue de N UN. Or, on a une information sur la suite UN que l'on a obtenue, je ne sais plus à quelle question, mais on va retrouver ça. À un moment donné, je crois qu'on a montré que UN était compris entre 0 et 1. Voilà, on l'a montré ici. C'était à la question 9C. Or, d'après la question 9C, UN est compris entre 0 et 1. Donc, valeur absolue de NUN aussi. Alors, être plus petit que... NUN plus petit que N, d'où la valeur absolue de NUN est inférieure à N. Conclusion de tout ça. Pour tout oméga dans oméga, la valeur absolue de T2 oméga moins N ln de N est inférieure à la valeur absolue de T2 oméga moins l'espérance de T plus grand N. Ben voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors, pas tout pour la question, mais c'est tout pour cette première partie de la question. Deuxième partie de la question, comparer par une inclusion les événements suivants. Donc, c'est-à-dire qu'on va montrer que l'un des événements est inclus dans l'autre. On n'oublie pas que les événements peuvent être considérés comme des ensembles, en fait. Donc, on va partir de l'événement de gauche. Soit oméga dans oméga, tel que la valeur absolue de T2 oméga moins N ln de N soit supérieur ou égal à C fois N. Évidemment, on va utiliser l'inégalité précédente. On a alors quelque chose qui est encore plus grand, va être encore plus grand que Cn. T2 oméga moins l'espérance de T plus N est supérieur ou égal à Cn. Et nous, ce que l'on veut, c'est juste T moins l'espérance de T, d'où valeur absolue de T2 oméga. J'essaie de faire les deux en même temps, mais ça ne marche pas bien. Zut. T2 oméga moins l'espérance de T va être plus grand que Cn moins N, c'est-à-dire C moins 1 multiplié par N. D'où l'inclusion des événements, si l'un implique l'autre. On a donc le fait que T moins N ln de N en valeur absolue soit plus grand que Cn, qui va être inclus dans l'autre, dans le T moins l'espérance de T, plus grand que C moins 1 multiplié par N. Si un événement, la réalisation d'un événement en implique un autre, ça veut dire qu'on a une inclusion dans ce sens.
Et là, c'est terminé pour la question A. Question B. Démontrer que la probabilité que machin soit est inférieure à cette chose-là. Je pense que ce que l'on vient de démontrer n'est pas inutile. Comme A est inclus, dès que vous avez A inclus dans B, P de A est inclus dans P de B, est inclus. Si A est inclus dans B, alors P de A est inférieur ou égal à P de B. On a donc la probabilité de cet événement T-n ln de n supérieur à Cn qui va être inférieur ou égal à la probabilité de l'autre événement, c'est-à-dire T moins espérance de T, oui, plus grand que C-1 n. Et là, on va pouvoir appliquer l'inégalité que l'on nous rappelle précédemment, c'est-à-dire l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, avec le epsilon qui vaut C-1 multiplié par n. D'après l'inégalité en question, la probabilité d'avoir T moins son espérance plus grand que C-1 n va être inférieur ou égal à la variance de T divisé par le epsilon au carré, hein, c'est-à-dire C-1 n, le tout au carré. Or, on a montré à la question 10b que la variance était plus petite que alpha n carré. Alpha n carré divisé par C-1 au carré, n carré, d'après la question, on a dit 10b. On a une petite simplification. Conclusion. On a bien ce que l'on veut, c'est-à-dire la probabilité d'avoir T-n ln de n plus grand que Cn est inférieur ou égal à alpha sur C-1 au carré. Voilà pour cette première partie. En plus, on nous rappelait dans la question que alpha a été défini à la question 10b, donc pas de problème. Comment dire, la valeur en fait est clairement, clairement utile là-dedans. Le nombre grand N étant fixé, que vaut la limite quand n tend vers plus l'infini, que vaut la limite quand c tend vers plus l'infini de cette chose-là. On a donc la probabilité de t moins n ln de n plus grand que Cn, qui est plus petit, enfin qui est comprise entre 0 et alpha sur C-1 au carré, avec forcément C-1 au carré qui va tendre vers plus l'infini lorsque C tend vers plus l'infini. D'où la limite demandée. Supérieur à Cn vaut 0. Et voilà pour la question 11b. Cette fois est-elle finie vraiment? Je tourne la page. À la page suivante, on a la question 12. Démontrer aussi que pour tout epsilon positif, la probabilité que P de T moins n ln de n supérieur ou égal à epsilon multiplié par n ln de n est égal à 0. Bon. On va utiliser la question 11b là aussi, où on a une certaine limite qui nous est donnée avec un C bien choisi. Utilisons le résultat précédent. Avec C par exemple. Donc on veut du epsilon n ln de n, donc avec C égale epsilon
ln de n. On aura bien ce que l'on veut. On a donc la limite lorsque c tend vers plus l'infini de la probabilité d'avoir t moins grand n ln de n plus grand que c multiplié par n, c'est-à-dire epsilon n ln de n. Donc ça, c'est c fois n. Cette limite, on ne va pas passer à la limite d'abord, on va d'abord faire notre travail, puisque la limite, elle était valable à n fixée, qui sera plus petite que donc c-1 epsilon ln de n moins 1 au carré. Qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini? Or, eh bien, epsilon ln de n moins 1 au carré va tendre vers plus l'infini lorsque grand N tend vers plus l'infini. D'où, cette fois, on peut passer à la limite. La limite quand grand N tend vers plus l'infini de la probabilité d'avoir t moins n ln de n plus grand que epsilon n ln de n est égal à 0. Et voilà pour ces questions de probabilité. Passons à la, j'ai envie de dire la partie, c'est pas tout à fait une partie puisque ça fait encore partie de la partie 2, mais la modélisation informatique. Question A. Écrire la fonction init ne prenant aucune entrée et renvoyant une variable donnant la configuration initiale du paquet. Et ce que l'on nous dit au-dessus, donc le paquet de 32 cartes est représenté par une variable de type list remplie initialement d'entiers entre 1 et 32. Initialement, jeu de i contient i, c'est-à-dire que la carte CI est en position i. Ok. Donc, il me faut tout simplement une fonction init qui ne prend aucune entrée. Et qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Alors, il y a plusieurs façons de faire les choses. I, for i, in range. Alors, on veut... Non, ça doit être entre... non pas entre 0 et 31, mais entre 1 et 32. Donc, je peux faire du i plus 1, for i in range 32. De cette façon, eh bien, la variable i va valoir 0, puis 1, puis 2, puis 3. Donc i plus 1 vaudra 1, plus 2, 1, puis 2, pardon, puis 3, jusque 32, puisque le range s'arrêtera à 31. Donc voilà une possibilité pour la fonction init. Autre possibilité, donc toujours un def init. Je fabrique une liste vide au départ, une boucle, for k in range 32. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire je.append k plus 1. Return je. Alors je vais mettre autre possibilité au pluriel. Def init. Return. Je vais transformer en liste tout simplement un range. Donc là c'est de l'utilisation un petit peu avancée de Python. 1, 33 pour que ça me donne les valeurs de 1 à 32. Ici de même on aurait pu écrire avec le même style i for i in range 1, 33. De même ici on aurait pu faire le même genre de boucle. Enfin bon, il y a vraiment plusieurs façons, je vous en donne 3, mais il y a plusieurs façons de faire les choses. Alors pourquoi ici j'ai mis liste? Pourquoi est-ce qu'ici vous avez liste? Tout simplement pour renvoyer quelque chose du type list. Il se trouve que range renvoie à un type qui est autre que le type list. Je pense que dans ce genre de questions, juste return range 1.33 passerait sans problème.
On a terminé la question A, on l'a même terminé plusieurs fois évidemment. Il n'était pas attendu de vous que vous fassiez plusieurs possibilités pour cette question. Question B, complétez la fonction insertion qui simule l'opération d'insertion. On pourra utiliser la formule randint du module numpy.random. Donc, la fonction insertion, alors bien sûr, toute cette partie a été modifiée par moi, hein, puisque initialement ça n'était pas du Python, ça n'était même pas du Scilab, puisque le sujet était un petit peu vieux, c'était du Pascal, donc un langage qui était utilisé il y a un petit moment déjà. Mais en EC, on aime bien le changement. Donc, on va insérer notre carte quelque part. Où est-ce qu'on va l'insérer? Eh bien, on va l'insérer au hasard. Donc, il nous faut un randint. Je peux l'insérer à n'importe quelle position entre la numéro 1 et la numéro 32. J'ai le droit, en théorie, d'insérer la carte à l'endroit où elle est. Évidemment, ça se produit assez rarement. Donc 1, 33 renvoie une position aléatoire entre 1 et 32. Ensuite, la carte du dessus. Alors là, il y a une petite erreur en fait dans ce que j'ai écrit, parce que je n'ai pas pris en compte le fait que Python numérote ses listes à partir de 0. Donc ici, il faudrait plutôt tout décaler d'un cran en fait. Ouais. Jeu de 0, c'est la carte du dessus. Et donc, l'endroit d'insertion, il faudrait ici, en fait, 0, 32. Entre 0 et 31. Et donc, si jamais K est plus grand que 0, alors évidemment, si vous avez laissé le 1, je vous en tiendrai pas rigueur, c'est de ma faute. Donc, si on a inséré la carte quelque part, il va falloir que l'on décale toutes les cartes qui sont au-dessus de l'insertion. Donc, je vais avoir un for i in range. Donc, toutes les cartes qui sont de la position numéro 1 à la position numéro K, on va les décaler. Donc, ça sera de i-1. Va être égal à jeu de i. Et enfin, en K-1, je vais mettre ma carte du dessus. Et je vais renvoyer mon jeu. Voilà pour cette question. Question C. Là aussi, il y a une petite erreur de frappe. Que fait la fonction T? Eh bien, T initialise un jeu de cartes. Et qu'est-ce qui se passe? Tant que la première carte n'est pas celle du fond du paquet, elle réalise les insertions de la carte du dessus.
En d'autres termes, T mélange les cartes jusqu'à ce que le paquet soit bien mélangé et renvoie le nombre d'insertions nécessaires pour cela. Question D, on va faire une nouvelle page. Écrire une fonction moyenne permettant de calculer la moyenne des valeurs prises par la fonction t sur 100 expériences. Donc là aussi, il y a plusieurs façons de faire. Donc def moyenne. Il n'y a pas besoin de mettre de valeur puisqu'on veut des moyennes sur 100 expériences. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple qui utilise des valeurs préprogrammées de Python, vous allez créer par exemple une liste pour laquelle on va faire la fonction t 100 fois for i in range, for i in range 100, et après on va renvoyer la moyenne pour ces 100 valeurs, np.min de L. Ça, c'est une façon de faire. Ou alors, on peut calculer la moyenne à la main. On va initialiser une somme à 0. On va faire 100 fois notre travail. Donc S plus égale T. Ici, c'est un T, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Je l'écris bien. Et à la fin, on va renvoyer S sur 100. Voilà une autre façon de faire. Eh bien, on a terminé cette deuxième partie.